Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso. Salut Henri Devier. Salut Philippe Mallard. Bien, on se retrouve à nouveau. On avait déjà eu l'occasion de se croiser au moment de Trafic l'année dernière. L'année dernière, oui. Et donc Canal Pourpre avait ce projet en tête depuis un petit moment. Et puis comme on fête, si j'ose dire, bientôt les 1 an de cette pandémie, en tout cas en France, on voulait faire un petit point avec notamment les structures des compagnies de théâtre à Bergerac. Un point pour savoir où vous en étiez. Donc on a élaboré, si on peut dire, un questionnaire un peu commun pour différentes compagnies. Et donc évidemment la Gare mondiale est dans le lot, parce que c'est quand même ancré dans le territoire depuis très longtemps. Donc je vais commencer très simplement par cette première question, nous faire un bref si tu peux, historique de l'implantation du Melchior Gare Mondiale à Bergerac, avec peut-être nous rappeler vos intentions ou tes intentions au début, et est-ce qu'il y a eu une évolution dans ces intentions depuis le début de l'histoire de ce lieu? Donc c'est une bonne question parce que sur cette question j'y travaille en ce moment et donc je définirai l'histoire de notre existence à Bergerac en trois temps. Chaque temps étant décomposé sur une période de 20 ans. Il y a le temps du double, c'est la naissance du Melchior Théâtre qui est né en février 81, juste avant l'arrivée de Mitterrand, et qui a été jusqu'en 2001. 2001, c'est la fin de cette période-là, qui est une période de compagnie. Pourquoi donc on appelle ça le temps du double, simplement parce que c'est une période où j'ai co-dirigé la compagnie avec quelqu'un qui s'appelle toujours Gilles Ruard, et que c'était une vraie collaboration, une vraie amitié, une vraie expérience. Et rappelez peut-être pourquoi Bergerac, parce que toi-même tu es bergeracois, et en fait ça s'est fait ici parce que tu as vécu ici ton enfance et ton adolescence. C'est ça, et puis que finalement j'avais un petit compte à régler avec cette ville, et que j'en ai pas fini de régler ce compte-là. C'est-à-dire je suis resté finalement grâce à un festival qui s'appelait le Festival Sigma, qui finalement m'a donné envie d'essayer de vivre une expérience un peu similaire dans ma propre ville qui était un peu enterrée sous les vieilles pierres, la référence permanente à Cyrano de Bergerac, aux coteaux environnants, ce qui est jamais désagréable, mais qui finit par être une image d'Épinal, et que je voulais travailler le côté, le recto, le verso plutôt. Et le verso, en fait, il s'est identifié dans le deuxième temps, qui est 2001-2021, donc on est en train de quitter ce temps-là, qui est que moi j'appelle le temps du leurre, et qui est cette période de la création de ce lieu qui s'appelle la Gare Mondiale, et qui en fait faisait référence à un film qui nous a accompagnés, qui m'a accompagné dans le premier temps de ce travail, qui est Les 7 samouraïs de Kurosawa. Tout simplement parce que j'y voyais une espèce d'allégorie de notre situation, c'est-à-dire extrêmement faible, extrêmement minoritaire, et essayant de dégager, d'allumer des feux de fumée, envoyer des signaux de fumée, de mettre un étendard de l'autre côté, comme si on était une espèce de puissance collective, ce qui était loin d'être le cas, et finalement d'arriver à s'imposer dans ce paysage particulier qui était Bergerac, et puis la région, puis au niveau national. Et puis, Alors, pendant ce temps du leurre, le passage du double au leurre, c'est peut-être le départ de Gilles Ruard, ou comment c'est ça que tu... c'est la fin
de cette période qui a été un peu douloureuse dans notre séparation, qui n'a pas été une séparation simple. Et c'est marrant que vous m'interviewez aujourd'hui parce que hier soir j'étais au Paradis, qui est un lieu de théâtre à Périgueux, et où j'ai été voir le dernier travail de Gilles Ruard, et qui est assez extraordinaire. J'ai vraiment pris une grosse claque. J'ai été très ému par ce travail-là, et où il travaille avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, c'est Delphine Barbu. Et donc c'est une co-réalisation. Bon voilà. Et donc oui, je suis passé du temps et aussi, le temps du double et le temps du leurre se mélangent, puisque j'ai beaucoup collaboré avec Eric Da Silva pour essayer d'assurer une base très artistique, pendant que moi, je devais m'occuper aussi de la question de ce lieu, de sa dynamique et tout ça. Et on rentre dans la troisième phase maintenant, c'est-à-dire je repars pour 20 ans. Qui est la dernière, hein, celle-là c'est la finale, on va vers la mort sereinement. Mais cette troisième phase, elle a été finalement, elle s'est incarnée par la cabane qui est derrière vous, qui s'appelle ma empty shack, qui veut dire shack d'ailleurs, qui veut dire ma cabane vide. Et j'ai créé un avatar de moi-même. Ce qui est une autre manière de vivre le double, mais de manière, je trouve, plus ouverte, et qui s'appelle Wilden, en espèce de clin d'œil avec Taureau qui reconstruit sa maison à Walden, qui est un lieu dit. Et que cette troisième phase, ça s'appelle pour moi le temps du mythe, et en référence là avec un texte théorique qui a été coécrit par quelqu'un qui s'appelle Baptiste Morisot et une anthropologue qui s'appelle Nastasia Martin. Et ils ont commis un texte ensemble qu'ils nomment le temps du mythe, et où je me sens très très proche, en tous les cas dans l'expérimentation que je fais à travers ce personnage de Wilden et la cabane, que je fais à l'étranger et ailleurs. Ok, très bien. Alors, tu as fait une description assez linéaire de ce dispositif, ou est-ce que c'est circulaire? Est-ce que tu reviens à des choses? Est-ce qu'il y a vraiment une vision très directive, très linéaire? Parce que moi, je sais pas, en termes de création, par exemple, il y a eu dans le temps du leurre avec toutes les créations avec Da Silva, qui sont plus du tout ce que tu fais aujourd'hui. On est d'accord. Donc, est-ce que c'est plus un retour, enfin, tu le vois ça plutôt en cercle ou de façon progressive, linéaire? Il y a toujours cette question nietzschéenne, mais que je maîtrise mal, qui est celle de l'éternel retour. Je pense qu'il y a quelque chose qui se navigue là-dedans, mais dont je ne peux pas en dire beaucoup plus. En tous les cas, mon intention, c'est de vraiment faire un petit retour sur ce temps cyclique. Et il y a aussi quelque chose qui est au-delà du temps cyclique. Alors ça, c'est dans les écrits d'aujourd'hui. Je suis en pleine dans une lecture de Bruno Latour, ce qui n'a rien de très original, mais un livre qui me passionne en ce moment, qui s'appelle « Où suis-je ?» et où il y est question de notre rapport, finalement de se détacher du concept d'univers pour rentrer dans quelque chose de plus terrestre, donc de plus localisé. Et de changer de position, qui était une position de regard sur, à une position de regard à l'intérieur de quelque chose sur lequel on sait très bien que dès qu'on fait mouvement, on interagit. Et que ce qui me plaît, moi, pour ce troisième temps, que j'ai décidé de quitter le théâtre aussi, hein, c'est pas pour rien, et que justement il pose une espèce de petite formule au début du livre où il dit qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut regarder, c'est la Lune, parce que justement, on n'agit pas sur elle. Et ça nous permet de nous dégager de ça, et que sur la question de la Terre, on est en train de perdre ce qu'on faisait avant, regarder les arbres, les fleuves, les champs. Et là, il y a le réseau qui vient vers nous. Pendant que tu coupes ton téléphone, d'ailleurs, ton avatar, c'est toi qui parles d'avatar,
je sais pas si on peut parler vraiment d'Avatar, mais en tout cas Wilden, je dis pas que ça anticipait ce que tu lis actuellement, mais on était déjà dans cette interrogation, à mon avis. Tu as dit tout à l'heure, tu voulais régler tes comptes avec Bergerac, et il s'en va du champ, il est hors champ toujours. Et il revient. L'autre question, parce que tu disais, oui, je voulais une histoire de régler mes comptes avec Bergerac. On va parler des Bergeracois, des habitants. Qu'est-ce que tu attendais des habitants en t'installant ici? Alors, en termes, je sais pas, je sais pas, de rapport à la création, au théâtre, d'interrogation sur les lieux communs concernant Bergerac, et aussi un temps que tu as très peu évoqué, le temps d'accompagnement des lycéens. Donc, quand je parle de ce que vous attendiez ou ce que tu attendais, est-ce que tu attends peut-être aujourd'hui des habitants? Est-ce qu'il y a eu des moments aussi un peu importants? D'abord, pour revenir au règlement de compte, c'est un règlement de compte pacifique. C'est une manière, moi, de régler mon compte avec une image que j'avais aussi, que personne ne m'a obligé de prendre, mais que j'ai prise. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est extrêmement intéressant que tu poses la question dans le rapport aux Bergeracois. Alors, si je les reprends un peu dans le temps dans chaque temps, dans le temps dit du double, on a fait quelque chose de, je trouve, d'assez extraordinaire en tant qu'expérience. Hein, je ne parle pas de la qualité ou de ça. On avait créé avec Gilles un lieu de recherche théâtrale avec l'enfant. Le principe du jeu étant de pouvoir faire des créations avec des enfants, mais des créations en direction des adultes. Et donc d'essayer d'aller jouer avec ça, avec ce groupe d'acteurs. Cette troupe, finalement, au fil des ans, est devenue une troupe d'acteurs quasi permanente. Hein. Je pense que l'expérience a dû durer 12 ans. Et on a eu des enfants qui sont devenus adolescents, puis après on a ouvert à des adultes. Et je pense qu'une des dernières expériences qu'on ait faites, c'était Missing in Action, ça s'appelait, et c'était un spectacle en 3 temps avec des enfants, des ados et des adultes autour de l'œuvre d'Einar Müller. Ça, on avait présenté ça au Centre culturel. Ça a un peu achevé ce cycle-là. Il y a un deuxième cycle là qui rentre dans le temps du leur. C'est tout le travail que moi j'ai pu réaliser avec le lycée Manne de Biran, qui a été pour moi c'est incroyable les ateliers de théâtre, parce que c'est des endroits d'expérimentation extrêmement importants, puisqu'on a un groupe d'une vingtaine de personnes qui sont jeunes, enthousiastes, ouverts, dynamiques, chiants. Enfin, ils ont tout pour plaire. Et où ils sont très ouverts aussi sur les expériences qu'on peut apporter. Donc, bon, voilà, ça a été un temps pour moi vachement riche. Tant que j'ai abandonné. Maintenant, c'est Bergamote Klaus qui bosse avec nous, qui a repris ce travail, parce que, bon, voilà, elle est jeune, et puis à un moment donné... ce qui me fait marrer, c'est quand je passe le matin devant Manne de Biran, j'ai l'impression de passer devant le collège, tellement je trouve les gamins jeunes. Donc je vois bien que j'ai pris un coup de vieux, que je n'appartiens plus à ce monde-là, que j'adore. Hein. Le monde de l'adolescence, c'est pour moi un monde... Et que je reste encore sous le charme de la dernière expérience qu'on a partagée tous les deux, là, en l'occurrence, qui était ce travail avec des élèves de Sarajevo et du lycée Manne de Biran et de Mostar, et qui a débouché sur un spectacle qu'on a appelé l'Europe fantôme, qui était une manière aussi de régler les comptes avec l'Europe sur le conflit yougoslave, à travers des jeunes qui sont en train de découvrir cette période historique dont ils n'étaient pas nés. Donc c'est la première génération qui revient sur ce terrain-là sans avoir connu la guerre. C'est étrange parce que dans ta réponse, tu n'évoques pas une volonté, une intention aussi de la guerre mondiale de s'ouvrir dans le cadre de la politique de la ville. Ces interactions, quand je parlais des habitants, ici vous êtes quand même implanté pas n'importe où. Donc la guerre mondiale fait partie, je crois bien, des dispositifs politiques de la ville. Il y a des interactions avec le centre social. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Enfin, pas tellement de ce que vous avez fait, mais de ce que tu peux en tirer. Est-ce que ces interactions étaient unidirectionnelles? Est-ce que ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Est-ce que
finalement, c'est pas, excuse-moi, mais une vitrine ou de la poudre aux yeux de la politique de la ville. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ça? Pour moi, c'est une expérience de comment une question qui est posée à un moment donné et qui est pratiquée en amène une autre. C'est-à-dire que c'est des endroits, moi je trouve extraordinaires, parce que c'est des endroits où on se retrouve souvent en décalage entre l'intention première et le résultat. Donc ça, on apprend très vite dans les quartiers, c'est que quand on y déboule, on vient avec plein d'idées, et finalement, si l'idée n'est pas juste, ben, on se retrouve, je dis souvent un peu, les jarrets coupés, c'est-à-dire... et donc, l'expérience d'après, c'est de savoir comment tu reprends la chose pour réussir ou pour modifier ce qui ne te satisfaisait pas. Donc ça, c'est une expérience long terme qu'on a eue ici. Après, sur la question, et puis, je dis pour ne pas oublier, c'est tout ce travail qu'on fait en ce moment avec Alimentation Générale, et qui est pour moi une belle expérience, parce que ce lieu est quand même géré par les femmes du quartier. C'est un lieu qui se trouve dans le quartier Jean Moulin à Bergerac. Hein. Ouais. Et c'est vraiment une expérience d'un autre type de gouvernance, d'un autre type de rapport, bon, voilà, qui est très intense, qui n'est jamais gagné, jamais perdu, mais qui enfin donne des résultats, pour moi. Mais en tous les cas, après, sur toute cette question qui est délicate, là où on revient sur la politique de la ville, si on veut faire dire, c'est hyper facile de faire dire que ça ne sert à rien, puisque c'est quand même, on va dans l'endroit le plus désœuvré de la société, donc, est un désœuvrement qui vient quand même d'un effet de système. Et vu que le système ne change pas, il y a peu de chances que l'effet opère. Donc il faut remettre les choses dans leur case. Après, ce qui est évident, c'est un gars comme moi qui vient de Bikini, par exemple. Bikini, on peut peut-être rappeler ce que ça signifie? Bikini, c'est un ancien quartier qui est à Creil, qui est maintenant sur la zone commerciale de Creil. Dans lequel moi j'ai vécu longtemps. Il y avait mes grands-parents, mes parents y ont habité dans la première phase de leur existence, qui est un quartier pour moi qui est un paradis. Donc tu vois, c'est toutes les ambiguïtés. Et mon père, quand je lui dis que c'est un paradis, il me dit t'es un barjot, parce que s'il y avait un truc qu'il avait envie de fuir, c'est bien ça. Donc voilà, ça c'est les contradictions aussi de ces quartiers-là, qui sont des quartiers très vivants. Et aujourd'hui, ce que je peux en dire, moi, par exemple, de l'ACAT, c'est que sûrement qu'il y a eu des améliorations des conditions urbanistiques ou autres, mais c'est aussi un quartier qui a perdu beaucoup en vie, en vraie vie, en friction, et c'est plus cool. Tu sais bien hein, que ça peut ne pas être cool, parce qu'on a été quand même très en frottement, nous, avec un endroit où le conflit était clair, où les choses... Et aujourd'hui, quand même, ce qui fait la spécificité de ce quartier, de l'expérience que nous, on a posée et qui perdure, c'est qu'il y a encore des jeunes qui vont dans le studio Sky Music à Montbazillac, avec un gars qui est super, qui est anglais, qui s'appelle Martin Lasselle. Et là, je viens d'aller chercher 20 morceaux qui viennent d'être enregistrés. Et moi, je finance et les gens y vont de manière autonome. Enfin, il y a vraiment un truc sur le rap là qui a sa propre force. Après, voilà, en tous les cas, c'est un endroit passionnant de ce que c'est que cette question du rapport à ce qu'on appelle la question culturelle. Et dernier point aveugle qu'on n'a pas abordé sur cette partie des habitants, c'est le public. Enfin, on l'a abordé plus ou moins, mais est-ce que, entre tes débuts et maintenant, est-ce que ce que tu attendais du public, ou ce que tu pensais ce que t'es le public, ce que devait être le public, est-ce qu'il y a eu aussi une évolution? Est-ce qu'il y a une correspondance avec ce public? Est-ce qu'elle s'est établie ou pas? Est-ce que tu étais prêt, par exemple, à faire des représentations, même s'il n'y avait pas de public? Voilà, toute cette question-là du public. Ça, sur le public, j'ai tout tenté, j'ai tout fait. J'ai été dans des salles pleines, dans des salles vides, dans des choses réussies, échouées. Donc c'est une zone instable, et c'est ça que j'aime, moi, dans le rapport au public. Sur Bergerac, bon, je pense que nous, si on a un truc pour évaluer ce rapport au public, c'est Trafic, et il se trouve que Trafic, aujourd'hui, remplit les salles, et remplit les salles sur des propositions
toi, tu as connu la période aussi où les salles n'étaient pas hyper remplies et c'est venu petit à petit. Ça, on va fêter la 10e édition et finalement, c'est là où ça a vraiment démarré en termes de public de salles pleines, c'est la 7e. Voilà, donc, tu vois, c'est récent. C'est un peu comme le capitalisme, par exemple, quand Carrefour s'installe on lui donne 5 ans. Bon, peut-être que pour la culture, il faut un peu plus de temps. Mais ce dont on est fiers, nous, sur la question des publics, c'est qu'à Trafic, malgré le type de présentation qu'on fait, on a un public hyper mélangé, hyper hétérogène. Et que, bon, voilà, ça, c'est déjà au moins ça, on peut le mettre au crédit de notre travail, quoi. On va aborder les affaires en cours ou récentes. Comment vous avez vécu cette année 2020 en termes matériellement d'abord? Est-ce que les conditions financières, les rapports avec les collectivités territoriales et bien évidemment les conséquences en termes de projet? Nous, on a du bol pour l'instant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on est passé à travers les gouttes, mais parce qu'on a voulu aussi passer à travers. Par exemple, le moment là, qui a été le plus délicat, c'est Trafic. On est tombé, une partie de Trafic était en dehors du confinement et une partie dans le confinement. Et on a réussi, grâce au réseau qu'on a dans les lycées, collèges et écoles primaires, à réorienter ce festival dans sa totalité, dans divers établissements. Ce qui fait qu'on a utilisé les gymnases, n'importe quelle salle, enfin, l'ensemble des lieux disponibles pour réadapter. Et les artistes ont joué le jeu, les profs ont hyper joué le jeu. Et donc, ça a été présenté devant des élèves. Donc, ça, pour nous, c'est une vague passée. Après, nous, il faut être clair aussi, c'est que les gens qui sont impactés aujourd'hui, hein, je pense à tenter, c'est pas tant les lieux qui sont plutôt assez solides pour prendre cette vague. Ceux qui commencent à être vraiment impactés, c'est les compagnies. Ça, c'est clair qu'elles sont en énorme difficulté de projet, parce que comme il y a eu retard, annulation, etc., il y a ce qu'on appelle un encombrement, là, et qu'on commence à parler de production pour 2023, là, aujourd'hui. Donc ça bloque un peu le système. Et puis, c'est d'autant plus inquiétant, c'est que, on est en train de comprendre que ce truc, c'est pas grand, on pensait que c'était pas grand-chose, et finalement, c'est un truc qui est en train de s'installer dans le paysage, et je pense que c'est pas très être devin que de se dire que ça va durer un peu quand même. Et en termes de recomposition, suite à ce qui nous arrive, hier, il y avait un article, je crois que c'était dans Le Monde, qui disait que les enseignants-chercheurs patinaient complètement. C'est-à-dire que la recherche, il y avait aussi des conséquences sur la recherche, beaucoup moins de création intellectuelle, un peu moins en tout cas, du fait de la situation et que dans les universités, on était dans une zone un peu critique. Est-ce que toi, vaut la guerre mondiale, en tout cas, est-ce que ce lieu où tes intentions ont été transformées, bouleversées par rapport à tes projets initiaux, est-ce que ça reconfigure la manière aussi peut-être de s'adresser à un public? Est-ce que ça a reconfiguré ta manière de discuter ou d'échanger sur les pratiques culturelles? Total. Oui, là, nous, total. C'est-à-dire que là, on est en train, je ne sais pas si on passera entre ces autres gouttes de pluie, mais on est en train d'organiser une marche zapatiste qui va prendre du 5, j'ai les dates, hein, du 5 avril au 18 avril, qui partent de Montbalin, à côté d'Agen, et d'un lieu assez intéressant qui s'appelle Maison Forte, qui va passer par Cancon-Villeréal, en lien avec les gens de la compagnie Vous êtes ici, qui font le festival à Villeréal, et qui vont aboutir à la zone commerciale de Creil, sur l'ancien site de Bikini. Ah oui. Voilà. Bikini revient, c'est un retour. Ça consiste en quoi cette marche zapatiste ? Alors
Alors cette marche salvatiste, elle est très très simple. Elle part d'une fiction qui finalement vient se rejoindre avec une réalité, mais elle part d'une fiction d'un gars qui s'appelle Julien Villa, que vous avez déjà interviewé, qui faisait la décréation sur Philippe K. Et donc il fait une série de 3 pièces qui s'appellent des Don Quichotte. Qui est d'aller réinterroger la figure de Don Quichotte, mais dans les figures contemporaines. La première figure, c'est Philippe K. Dick, dans tout le travail autour de la science-fiction, vous avez vu le travail. La deuxième figure, c'est Marco, le sous-commandanté Marco de Rodez. Il se trouve que ce garçon qui n'existe pas, il y a une fiction qui s'établit dans le Grand Rodez. Dans le Grand Rodez, c'est une zone commerciale un peu comme Creil, mais en plus grand. Et que dedans, il y a une espèce de petit pavillon avec une devanture rose saumon assez décrépite, et qu'il y habite avec sa mère, et que d'un seul coup, il faut faire une voie entre un certain point et Auchan, et que la maison doit être détruite. Bon, ça part de ça, donc ça, il n'est pas hyper content. Et d'un seul coup, là, je passe les péripéties, il découvre un jour sur le Larzac, par hasard, un film sur le sous-commandanté Marcos, dans les Chiapas, et d'un seul coup, il s'appelle Marco, il voit ce mec sous-commandanté Marcos, il voit ce truc, et d'un seul coup, il se dit... allez, je passe le passe-montagne, et avec sa tondeuse autoportée, parce qu'il est cantonnier, il organise une espèce d'immense ZAD sur le lieu du Grand Rodez, où il y a plein de gens qui viennent converger pour essayer de juste contrecarrer cette bretelle d'autoroute. Il se trouve que le truc qui est passionnant, c'est que ce Julien Villa, qui est quand même un vrai personnage, il a écrit un roman donc, que j'ai lu, qui n'est pas encore édité, et qu'ils vont partir de ce roman écrit, le groupe d'acteurs, pour essayer de monter une pièce qui va s'appeler Rodez Mexico. Et que pour répéter, ils sont tous avec des passe-montagnes, ils ont des fusils à cauchemar, et ce groupe de 15 guerrieros va se déplacer de Montbalin jusqu'à la salle, jusqu'à Bikini, et rencontrer la population. Et la population qu'ils rencontrent, c'est la population de Montbalin, de Villeréal, Cancon et de la zone, là, un peu, et d'essayer de leur expliquer que finalement, ils ne le savent pas, mais l'Occident n'existe plus. Qu'aujourd'hui, le Mexique... Et on est dans le Mexique, donc tout le monde est mexicain, et que le but du jeu pour nous, et c'est une vraie réponse, c'est d'abord de répéter en marchant, de s'arrêter le soir dans les villages, d'y dormir, de faire par exemple un loto zapatiste, une assemblée générale politique, et un bal avec des mariachis, parce qu'il y a 2 musiciens qui nous accompagnent, qui sont voilà. Et toute la question est de voir comment on va animer les villages et comment on va rentrer direct en relation avec des habitants en essayant de squeezer la question du spectateur. C'est-à-dire que si tu rentres chez quelqu'un, chez une mamie par exemple, dans sa cuisine, ou chez un cultivateur et que tu vas dormir la nuit, tu es dans un autre rapport. Tu es dans un rapport d'hôte à hôte et pas d'acteur-spectateur. Alors, est-ce que cette approche itinérante, parce que là, on est dans l'itinérance qui casse complètement avec les lieux habituels, est-ce que c'est une des conséquences de ce qui s'est passé de la pandémie? Est-ce que c'est un lien? Je vois un lien avec les Gilets jaunes. Enfin, est-ce qu'il y a, enfin voilà, la question c'était est-ce que la pandémie, le grand mot de pandémie, c'est un lien avec ça ou c'est autre chose? Non, c'est un lien direct avec ça. C'est-à-dire que ça rejoint aussi cette question qui est quand même une invention incroyable. On pense ce qu'on veut des Gilets jaunes, mais il y a deux inventions incroyables de ces gens-là. C'est d'avoir trouvé un nouvel étendard en mettant un gilet jaune comme signe de ralliement et d'occuper les ronds-points. Ça, déjà, c'est tu vois, des nouveaux lieux. Avant, c'était les places. Là, maintenant, les ronds-points. Et c'est pas neutre. Et puis, évidemment que c'est toute une réflexion, nous, sur les ZAD.
qui sont aussi les zones, Julien te dirait, il y a une appellation ZAD, ou pas tout à fait ça, qui dit ces zones commerciales, puis passer à les zones à défendre, et puis zones d'autonomie définitive. Et donc, c'est ces questions-là, évidemment, qu'on pose parce qu'elles traversent ça, elles essayent d'instaurer de nouveaux rapports, un nouveau rapport au monde, aux relations, à la réflexion, à ce qu'est le politique, mais aussi à ce qu'est l'art, à ce qu'est tout ça. Et l'autre chose qui est dingue, mais dingue, c'est que les zapatistes, les vrais zapatistes des Chiapas, ils déboulent cet été en France. Et il passe d'abord par Madrid, parce qu'on est les 200 ans de Christophe Colomb, je crois, quelque chose comme ça. Et ils viennent demander à l'Occident, qui les a colonisés, s'ils n'ont pas besoin d'aide. Je trouve ça, c'est un truc incroyable, d'une intelligence politique folle. Et on est en train de rentrer en contact avec eux, voir si on peut faire liaison à un moment donné, entre cette fiction qui est plutôt clownesque, assez bouffonne, où on ne se prend pas hyper au sérieux. L'idée n'est pas, à travers cette marche zapatiste, de dire on fait la révolution, mais quand même de dire nous, on a décidé de changer les pratiques. Et on ne sait pas trop où on va, et on va le faire avec vous. Voilà. Ok, très bien, merci. Juste une ultime question. C'est bientôt l'heure de la retraite. Tu vois, je suis un peu... sur les pieds sur terre, même si on peut marcher. 2021 ou 2022, donc le personnage de Wilden va peut-être s'arrêter, je ne sais pas. En tout cas, Henri Devier, lui, cesse d'être partie prenante de la guerre mondiale quand ? Donc décembre 22, c'est officiel. Ouais. Donc ça, c'est annoncé, surannoncé. Wilden aussi va m'aider, moi, à partir. C'est-à-dire que moi, il me faut je sais pas, quelqu'un... Parce que la période de Wilden, elle s'ouvre sur 20 ans. C'est-à-dire que ça sera 21 et bon, je vais jusqu'au tombeau. Mais moi, il me fallait quelque chose qui me permette de le lancer ici et d'aller le prolonger. Donc ça sera en Bretagne que je vais aller m'installer. Et je suis en train de monter une nouvelle structure qui devrait s'appeler Made in Bikini Ready-Made Production. Truc très simple. Okay. Et voilà. Bikini à nouveau, le paradis. Donc la guerre mondiale, sans Henri Devier, ça sera autre chose. Est-ce que alors du coup, vos financeurs, les collectivités territoriales, est-ce qu'elles anticipent aussi comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une anticipation ? Et on parlait de scènes conventionnées. Dans l'avenir ? Nous déjà, ce qui est fort, c'est anticipé puisque ça a été prévenu. Et donc là, nous, on vient de signer une convention triennale avec la CAB, la ville de Bergerac, le département, la région et la DRAC pour 3 ans. Donc ça va jusqu'à mon départ. Et il y a un comité de pilotage qui est issu de ce rapport avec les instances et on cherche ensemble comment l'aventure peut perdurer. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas irremplaçable, c'est clair. D'accord. Ça, je le sais, c'est sûr. Ok, écoute, merci beaucoup. On aura sans doute l'occasion de faire, pas une table ronde, mais une rencontre avec les autres compagnies au local de Canal pour peut-être mettre en commun tout ce qui s'est dit pendant ces quatre interviews qu'on va mener. Merci beaucoup à toi, Henri. Merci. Stramattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso